Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je vous jure que c'est vrai. À 63 ans, je me suis retrouvée assise au bord de mon lit, un test de pharmacie à la main, les jambes tremblantes, le cœur battant comme si j'avais de nouveau 20 ans, et un mélange de honte et d'étonnement grandissant dans la poitrine. Il était positif. J'étais enceinte. Une femme de mon âge, avec des cheveux blancs, des rides sur le visage, des mains abîmées par le temps, portait en elle une nouvelle vie. Je m'appelle Jeanne Martin, et je vis dans un petit bourg de Bretagne, Saint-Julien-sur-Rance, où tout le monde sait tout avant même que les choses n'arrivent. Un endroit où les voisines balayent leur trottoir, juste pour écouter les ragots, et où le curé en sait plus sur la vie des autres que sur la Bible. J'ai toujours été discrète, toujours fidèle à mes devoirs, une veuve respectable qui n'a jamais causé de soucis à personne. Jusqu'au jour où mon ventre a commencé à s'arrondir, et où mon nom s'est mis à circuler sur toutes les lèvres. Tout a commencé sans malice, au contraire. Je voulais juste faire réparer la gouttière du hangar derrière la maison. Avec le toit vieux et l'automne qui approchait, les fuites étaient redevenues des cascades. J'ai appelé un numéro affiché sur un prospectus collé à un poteau au coin de la rue. Le jeune homme a répondu d'une voix calme, proposant de venir voir le problème, le jour même. Quand il est arrivé, avec ses bottes crottées, son t-shirt gris collé au corps et un sourire franc, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme un sursaut intérieur. Il s'appelait Damien. Il m'a dit qu'il avait 35 ans et qu'il faisait des petits lots travaux. Il venait du nord de la France, s'installait dans la région, enchaînant les petits boulots, en attendant quelque chose de stable. Il était respectueux, ne me regardait pas avec ce dédain que beaucoup réservent aux gens de mon âge. Il m'appelait « Madame », demandait la permission pour tout, et me regardait dans les yeux quand il parlait. Quelque chose en moi, que je croyais éteint, s'est réveillé. Sa première visite en a appelé une deuxième, puis une troisième. Le travail avançait. Il m'a dit qu'il pouvait s'occuper des fenêtres, puis de la peinture de la clôture. Et chaque fois qu'il venait, il prenait un café avec moi, s'asseyait à la table de la cuisine et écoutait mes histoires comme si elles comptaient. On a commencé à rire ensemble, à discuter comme de vieux amis. Et un jour, sans prévenir, il m'a embrassée. Un vrai baiser. J'aurais pu reculer, le traiter d'effronté, mais à cet instant, tout semblait juste. Ce baiser a été le premier signe que ma vie allait changer d'une manière que je n'avais jamais imaginée. On a entamé une relation, en cachette, bien sûr. Qui aurait compris? Moi, une femme de 63 ans, avec un homme de 28 ans, mon cadet. Rien que d'y penser, j'avais des frissons à l'idée des commérages. Mais avec Damien, je me sentais vivante. Il me traitait avec douceur, avec attention, me faisait rire, m'écoutait avec patience. Je ne me sentais pas comme un fardeau. Je me sentais femme à nouveau. Et quand il a commencé à passer plus de temps chez moi, à cuisiner avec moi, à entretenir le jardin, à ranger le grenier, cette maison, qui me semblait si vide avant, s'est remplie de sons, d'odeurs, de couleurs. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma sœur Lucette, qui vit dans le village voisin, ni à Colette, ma meilleure amie de la messe du dimanche. Je voulais garder ça pour moi, au moins un temps. Mais dans un endroit comme Saint-Julien, on ne cache pas grand-chose. Il a suffi que la boulangère voie Damien sortir de chez moi 2 fois, la même semaine, pour que les chuchotements commencent. Et moi, qui avais toujours été bien accueillie, à l'église, au marché, au cercle de couture du mercredi, j'ai commencé à remarquer des changements. Les voisines me saluaient, avec un sourire crispé. À la messe, les bancs à côté de moi se vidaient. Personne ne disait rien directement, mais les regards parlaient plat pour eux. Et puis, les nausées sont arrivées. Puis, la fatigue. Puis, les vertiges. J'ai cru que c'était l'âge, la tension, n'importe quoi. Jusqu'à une soirée où, alors que Damien avait préparé le dîner, l'odeur de l'ail frit m'a fait courir aux toilettes. C'est lui qui m'a dit « Jeanne, il faut que tu voies un médecin. » Et j'y suis allée. Avec honte, bien sûr. Je suis allée dans une clinique d'une autre ville, pour que personne ne me reconnaisse. Le médecin, un homme aimable, après les examens, m'a regardée avec un mélange de surprise et de précaution. « Madame Martin, vos analyses montrent que vous êtes enceinte. »
Je n'ai pas su quoi dire. Je l'ai fixé, comme s'il parlait une autre langue. Je suis sortie de la clinique en état de choc, le papier à la main, la tête en vrac, enceinte, à 63 ans. Je ne savais même pas que c'était possible. Et plus encore, je ne savais pas comment j'allais l'annoncer au monde. J'ai gardé ce papier plié dans mon sac pendant 2 jours. Je n'ai rien dit à Damien, à personne. Juste moi et ce bout de papier savions ce qui se passait. Chaque fois que je posais la main sur mon ventre et repensais aux paroles du médecin, j'avais des sueurs froides. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Moi, Jeanne Martin, veuve depuis presque 20 ans, mère de 2 filles adultes qui me rendaient à peine visite, j'attendais un enfant, à 63 ans. Je ne savais pas si c'était de la folie, un miracle ou une punition. La peur grandissait, peur de ce qu'on dirait, peur que mon corps ne tienne pas, peur de perdre tout ce que j'avais reconstruit avec tant de soin. Parce que oui, Damien m'aidait à reconstruire une partie de moi que je croyais morte. Et maintenant, tout risquait de devenir un scandale. Je ne dormais plus bien, je mangeais à peine. Et Damien l'a remarqué. Il me demandait si tout allait bien. Et je répondais que c'était la fatigue, la chaleur, l'âge. Jusqu'à une nuit, assis sur la véranda après le dîner, où il m'a pris la main et m'a dit « Jeanne, tu es bizarre. Si c'est à cause de moi, dis-le, je ne suis pas idiot. » Je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Je me suis levée, je suis entrée, j'ai pris l'enveloppe et je la lui ai tendue. Il a lu calmement, sans se presser. Puis, il m'a regardé dans les yeux, en silence, pendant quelques secondes, qui m'ont paru des heures. « Tu es vraiment enceinte ?» a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux, encore un moment. Et alors que je m'attendais à ce qu'il se lève et parte, il m'a attiré doucement contre lui et a posé sa tête sur mon épaule. « Tu n'es pas seule. Je suis là. » J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. De peur, de honte, de soulagement, tout mélangé. Et il est resté là, avec moi, en silence, à me serrer dans ses bras. Le lendemain, il s'est levé plus tôt que d'habitude. Il a fait du café, me l'a servi au lit et a dit qu'il m'accompagnerait chez le médecin. J'étais encore sous le choc. On est allé à la clinique pour confirmer avec plus de détails. Le docteur a demandé une échographie. Et là, sur l'écran, un petit point clignotait. « C'est son cœur », a dit le médecin. Je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Damien m'a serré la main fort. « C'est réel, Jeanne. » Et c'était réel. Trop réel. Et maintenant, comment cacher une grossesse dans une ville où même le facteur sait si vous avez acheté du pain hier ou aujourd'hui? Ça n'a pas traîné. Une voisine a vu Damien m'aider à monter dans le bus. Une autre l'a vu m'accompagner à la clinique. Une autre encore a aperçu une ordonnance pour des hormones dans mon sac de pharmacie. En moins d'1 semaine, toute la ville était au courant. Et cette fois, ce n'était plus juste des chuchotements. C'étaient des doigts pointés, des gens qui traversèrent la rue, des voisines qui parlaient assez fort au marché, le groupe de couture qui faisait comme si je n'existais pas. Et l'église? L'église, c'était le pire. Le dimanche, je suis entrée comme toujours, la tête baissée. Les gens se sont écartés des bancs autour de moi. Quand le curé est monté en chaire, il a parlé de décence, de honte des autres, de certaines femmes qui ont oublié leur place, sans citer mon nom, bien sûr. Mais ce n'était pas nécessaire. Tout le monde savait que c'était pour moi. Damien voulait réagir. Il voulait me faire sortir de là sur le champ. Mais je lui ai demandé de ne rien faire. Je voulais juste finir cette messe et rentrer chez moi. Vous connaissez ce sentiment de ne plus appartenir nulle part? C'est ce que je ressentais, comme si tout ce que j'étais avait été effacé par ce test de grossesse. Et pourtant, en moi, une vie grandissait. Et cette vie méritait de l'amour, de la protection, de la paix. Le lendemain, mes fastas m'ont appelé. La première fois en des mois. L'aînée, Claire, était furieuse. « Maman, qu'est-ce que vous avez fait à notre famille ?» La cadette, Pauline, était plus douce, mais me regardait avec pitié, comme si j'avais perdu la tête. Elles ont annoncé qu'elles viendraient le week-end, et je savais qu'elles arriveraient avec des jugements dans leur bagage. Mais, à ce moment-là, une seule chose me tenait debout. Cet enfant. Je ne savais pas si j'aurais la santé, la force
le soutien. Mais je savais que cet enfant était le mien, et qu'il viendrait au monde, entouré d'amour. Peu importe ce qu'on dirait, peu importe si j'étais devenue la risée, un objet de dégoût ou un scandale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi, pensez-vous vraiment qu'il y a un âge pour recommencer? Croyez-vous que l'amour peut surgir quand on s'y attend le moins? Commentez ci-dessous. J'aimerais savoir qui croit encore qu'une femme a le droit de vivre, même après 60 ans. Mes filles sont arrivées le samedi après-midi. Claire, comme toujours, est sortie de la voiture la première. En blazer sombre, lunettes de marque, visage fermé, elle ressemblait à une avocate prête à plaider. Pauline la suivait, tenant un sac de fruits et son éternel regard triste. J'ai ouvert le portail, le cœur serré. Damien, qui ramassait les feuilles dans la cour, s'est éclipsé discrètement vers le hangar, me laissant mon espace. Claire est entrée comme une tempête. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, comme si chaque meuble était une menace. « Vous êtes vraiment enceinte ?» a-t-elle lancé sans préambule. Pauline a posé son sac sur la table de la cuisine sans rien dire. J'ai pris une grande inspiration et j'ai confirmé. « Oui, je le suis. » Claire a ri, de ce rire sans joie qu'elle a toujours quand elle n'accepte pas quelque chose. « Et le père, c'est bien ce jeune? Celui qui a presque l'âge d'être notre frère ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis assise et j'ai proposé du café. Pauline a accepté. Claire a refusé. On a passé 1 heure à écouter leurs reproches. Elles ont dit que je déshonorais la famille, que c'était dangereux, que le voisinage jasait, que personne ne comprenait ce qui se passait. Quand elles n'ont plus eu d'arguments, Claire a lâché. Il faut que vous mettiez fin à ça. Ma vision s'est brouillée. Tu me suggères d'avorter? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste baissé les yeux. Pauline s'est mise à pleurer. Et là, j'ai compris qu'elle n'était pas prête à me voir comme une femme, juste comme la mère qui restait à la maison pour s'occuper de leur vie et du souvenir de leur père. Mais j'avais fait ça bien trop longtemps. Quand Damien est entré dans la cuisine, l'atmosphère s'est alourdie. Claire l'a toisé comme s'il était un criminel. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. Et j'ai répondu avec fermeté. « Oui, ça va. » Claire est restée 1 nuit de plus. Pauline aussi. Le dimanche matin, je suis allée à la messe, comme je le faisais depuis des décennies. Mais avant même d'entrer, une dame du comité paroissial m'a abordée discrètement. « Le père François aimerait vous parler après la célébration. » Ça m'a troublée, mais j'ai hoché la tête. Je suis entrée et je me suis assise au fond. Damien est resté à la maison. Les gens, comme toujours, me regardaient et chuchotaient. Le sermon était encore une fois chargé d'allusions au péché, au scandale, aux perversions modernes. À la fin de la messe, je suis allée à la sacristie. Le père François m'a accueillie avec un sourire poli, mais glacial. Il m'a proposé une chaise, a fermé la porte et a commencé à parler. « Jeanne, vous avez toujours été une présence appréciée ici, mais dernièrement, certains paroissiens se sentent mal à l'aise. » Je suis restée silencieuse. L'Église n'est pas un lieu de jugement, mais de communion. Et peut-être, pour un temps, il vaudrait mieux que vous preniez du repos loin des activités, jusqu'à ce que les choses s'apaisent. J'ai compris. Ce n'était pas une suggestion. C'était une exclusion déguisée. Je me suis levée sans un mot, j'ai remercié et je suis sortie. Quand je suis rentrée, Damien m'attendait sur la véranda. En me voyant, il a tout de suite compris. « Ils t'ont demandé de ne plus revenir, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. Il m'a pris la main et n'a rien dit. Et pour la première fois, j'ai senti que j'avais perdu quelque chose que je n'imaginais jamais perdre. L'endroit où je trouvais du réconfort, où pendant des années j'avais prié pour mes filles, pour Tonio, pour des jours meilleurs. Même ça, on me l'avait pris. Au déjeuner, Claire a essayé de minimiser. Peut-être que c'est mieux comme ça, en attendant que tout se règle. Et là, je me suis levée. « Claire, Pauline, écoutez-moi bien. Je vous aime, mais je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas faire comme si rien ne se passait. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas une enfant. Et ce que j'ai avec Damien est réel. Si vous ne pouvez pas l'accepter, tant pis. Mais n'attendez pas de moi que je vive dans la peur, juste pour faire plaisir aux autres. » Claire a marmonné quelque chose et est partie vers la voiture. Pauline m'a serrée dans ses bras avant de partir. « Je veux juste que tu ailles bien, maman. C'est tout. Je vais bien. Ou du moins,
J'essaie. Quand il n'est resté que Damien et moi, il m'a serré fort. « On peint la petite chambre de devant ?» a-t-il proposé. « Je crois qu'il est temps de préparer un endroit pour le bébé. » J'ai ri, pour la première fois depuis des jours. Et j'ai accepté. L'après-midi, on est allé au magasin de peinture. Et malgré les regards et les murmures, on a choisi une couleur douce, presque bleue, mais avec une touche d'espoir. Ce soir-là, en me couchant, j'ai senti pour la première fois que, malgré tout, je n'étais pas seule. Une nouvelle vie arrivait, et elle allait m'apprendre que tous les recommencements n'ont pas besoin de l'approbation des autres. Les jours suivants ont été plus calmes. Je restais à la maison la plupart du temps. Pas parce que je voulais me cacher, mais parce que je savais comment on me traiterait dehors. Les gens m'avaient déjà trop regardé de travers. Et dans une petite ville, ça pèse. Damien se levait avant moi, préparait le café, mettait tout en ordre. Il m'appelait toujours avec un sourire. Pas besoin de grands mots pour savoir qu'il essayait de me protéger, même dans le silence des petites choses. Il a commencé à dormir dans la chambre d'amis, mais passait beaucoup de temps avec moi. On mangeait ensemble. On parlait, on riait. Je me sentais mieux quand il était là. Je faisais de mon mieux pour garder une routine normale. Je lavais le linge, rangeais la maison, préparais le déjeuner, mais mon corps commençait à ressentir le poids. Mes jambes se fatiguaient vite. Les odeurs me dérangeaient. Même le café que j'avais toujours aimé me donnait des nausées. On a fait un autre examen et le médecin a confirmé que tout allait bien. La grossesse dépassait les 3 mois. Il a dit que, malgré mon âge, les signaux étaient pas bons. Je ne savais pas si j'étais plus soulagée ou plus effrayée. Tout ça me semblait encore irréel. Mon ventre commençait à s'arrondir. C'était discret, mais ça me gênait pour dormir ou me lever. Mes vêtements devenaient trop serrés. J'ai dû ressortir des pièces plus larges, rangées depuis longtemps. Quand je suis allée à la boutique du bourg, la vendeuse, qui m'avait toujours bien accueillie, a fait semblant de ne pas me voir. Elle a servi 2 personnes arrivées après moi. J'ai attendu quand même. Quand elle m'a enfin servi, c'était à la hâte, sans me regarder dans les yeux. Je suis sortie avec une envie de pleurer, mais je me suis retenue. Damien l'a remarqué. Chaque fois que je rentrais plus silencieuse, il demandait si quelque chose s'était passé. Je disais que non. Je ne voulais pas lui ajouter du poids. Il en portait déjà assez en restant à mes côtés. Pourtant, il tenait bon. Quand il a vu que mon ventre me gênait pour dormir, il a proposé de changer le matelas. Quand il a remarqué que je me fatiguais, il s'est mis à m'aider encore plus avec le ménage. On a commencé à aménager la chambre de devant. L'idée était d'en faire la chambre du bébé. Damien a peint les murs avec une peinture claire. J'ai nettoyé le sol et rangé de vieux tiroirs. J'ai retrouvé une couverture tricotée par ma mère, il y a des années. Je l'ai lavée et rangée. J'avais encore des doutes. J'avais encore peur. Mais j'essayais. Un jour, on a reçu une lettre. C'était de Colette, une voisine que je connais depuis plus de 30 ans. Elle écrivait qu'elle savait ce qu'on disait de moi, mais qu'elle se souvenait de tout ce que j'avais fait pour elle quand son mari était malade. Elle disait qu'elle n'approuvait pas la façon dont on me traitait, que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais compter sur elle. Ça m'a fait du bien. Pas parce que c'était un soutien total, mais parce que ça montrait qu'il restait quelqu'un qui ne m'avait pas tourné le dos. Le lendemain, je suis allée chez elle. J'ai apporté un pain que j'avais fait. Elle m'a accueillie avec une embrassade. On s'est assises et on a discuté comme avant. Elle ne m'a rien demandé sur la grossesse. Elle a juste parlé de la vie, des nouvelles du bourg, du marché, de ses douleurs de dos qui empiraient. Avant que je parte, elle m'a donné une petite boîte avec des vêtements de bébé qu'elle avait gardés. C'est de mon petit-fils. Ils sont propres et en bon état. Si tu veux, ils sont à toi. Je l'ai remercié. Je suis rentrée et j'ai montré à Damien. Il a souri et a dit qu'il était temps de penser au trousseau. On n'avait pas grand-chose, mais il parlait d'aller dans une grande ville chercher des bonnes affaires. Même avec peu d'argent, il disait qu'on se débrouillerait. Le plus dur restait le jugement des autres. Chaque fois que je sortais, je sentais les regards. Un jour, au marché, une dame a murmuré assez fort pour que j'entende. Il y en a qui ne se rendent plus compte. J'ai fait comme si je n'avais rien entendu. J'ai payé mes courses et je suis rentrée, le cœur lourd. Quand j'en ai parlé à Damien, il s'est énervé, mais je lui ai demandé de ne rien faire.
Je ne voulais pas de dispute. Je voulais juste traverser ça en paix. Le soir, allongée, j'ai repensé à tout ce qui avait changé dans ma vie. À mes filles, si loin. À l'église, qui m'avait rejetée. À Colette, qui m'avait tendu la main. À Damien, qui était là, tous les jours. Et à cet enfant, qui n'avait pas encore de nom, mais qui était déjà au centre de ma vie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais qu'il fallait que je continue. La semaine suivante, Claire m'a rappelé. Pas pour savoir comment j'allais, pour me demander si j'avais bien réfléchi à tout ça. Elle voulait savoir si j'avais envisagé de mettre fin à la grossesse, si j'étais consciente des risques, si je ne pensais pas qu'il valait mieux remettre de l'ordre avant de devenir un fardeau pour les autres. J'ai écouté en silence. À la fin, j'ai juste dit que j'allais bien. Et le bébé aussi. Elle n'a pas répondu. Elle a raccroché sans dire au revoir. Pauline n'a pas appelé, ni envoyé de message. Mes 2 filles, qui se faisaient déjà rares, semblaient avoir disparu pour de bon. J'essayais de ne pas trop y penser. Ça ne servait à rien d'attendre ceux qui ne voulaient pas être là. Damien, lui, était de plus en plus présent. Il a commencé à organiser nos dépenses, à parler de chercher des petits boulots le week-end dans les villes voisines pour augmenter nos revenus. Il disait qu'il pouvait réparer des clôtures, peindre, poser du carrelage, tout ce qu'il savait faire. Je me suis proposée pour l'aider avec les comptes, mais il a refusé. Il a dit que tant que j'étais enceinte, il s'occuperait des choses lourdes. Mon ventre commençait à me gêner davantage. Dormir sur le côté devenait obligatoire. Le bas du dos me faisait mal. La faim augmentait. Et avec elle, les nausées revenaient, par moments. Malgré tout, je faisais de mon mieux pour garder une routine. Le matin, je m'occupais des plantes. L'après-midi, je cuisinais des plats simples. Le soir, on regardait la télé. Damien aimait les vieux films, comme moi. On riait ensemble. On commentait les dialogues. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Un jour, on a décidé d'aller marcher près du lac. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. J'ai toujours été réservée. Et avec tout ce qui se passait, j'évitais les lieux trop publics. Mais Damien a insisté. « Allons juste marcher un peu. Tu as besoin d'air frais. » On y est allé. On a marché lentement. Quelques personnes nous ont vus. Certaines ont fait semblant de ne pas nous voir. D'autres nous ont regardés avec mépris. Une dame a murmuré à son mari en secouant la tête. Damien a fait comme s'il n'avait rien vu. Mais j'ai remarqué. Moi aussi, j'ai fait semblant. Je n'avais plus l'énergie pour discuter ou confronter. Je voulais juste marcher un peu, voir le ciel, respirer profondément. En rentrant, je me suis assise sur la véranda et j'ai observé la rue. Je repensais à l'époque où Tonio était encore là, aux filles qui couraient dans la cour quand elles étaient petites, à toutes ces visites, ces conversations avec des voisines qui, aujourd'hui, ne me saluaient plus. Ça semblait une autre vie. Mais c'était la mienne. Damien est arrivé avec un plateau, du pain beurré et une tisane. « Je crois que tu en as besoin. » J'ai mangé en silence. Lui aussi. Puis, il m'a dit « Je sais que tout ça est dur, mais si tu veux, on peut partir d'ici. » Je l'ai regardé. « Pour aller où ?» Il a dit qu'il pouvait chercher du travail ailleurs. Un endroit où personne ne nous connaissait. Recommencer à zéro. Juste lui, moi et le bébé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'y ai réfléchi. Partir d'ici signifiait abandonner tout ce que je connaissais. La maison de mon père, puis la mienne et celle de Tonio. Le potager. Les murs qui portaient toutes les étapes de ma vie. C'était douloureux d'y penser. Mais en même temps, rester ici m'étouffait. Les jours suivants, on en a reparlé. Il a cherché quelques options. Rien de concret, mais il avait des idées de villes plus grandes, où il pourrait travailler et où j'aurais un bon suivi médical. Il voulait que je me sente en sécurité. Et j'ai réalisé que, même s'il était plus jeune, il faisait pour moi des choses que même ma propre famille n'avait pas faites. Ça me touchait profondément. Le samedi, je suis allée à la pharmacie chercher des vitamines. La pharmacienne m'a dévisagé de la tête aux pieds et a demandé « Assez fort ? C'est vraiment pour vous ?» J'ai dit que oui. Elle a fait un bruit de mépris et m'a tendu le sac. Elle n'a plus rien dit. Je suis rentrée avec de la colère. Mais pas pour moi, pour cet enfant, parce qu'il n'avait rien demandé et qu'on le traitait déjà comme une erreur. Ce soir-là, j'ai dit à Damien que j'acceptais l'idée de partir.
Pas maintenant, mais peut-être après la naissance. Je voulais laisser le temps faire son œuvre, mais je n'écartais plus l'idée de recommencer ailleurs. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'il ferait ce qui était le mieux pour moi. C'était étrange de penser à tout quitter. Mais peu à peu, je commençais à comprendre que les choses importantes dans la vie ne sont pas dans les objets ou les murs, mais dans les gens qui restent à vos côtés quand plus personne ne le fait. Et lui, il était là, tous les jours. Le lundi, j'ai été convoquée pour un nouvel examen de routine. Une échographie détaillée pour vérifier la santé du bébé. La doctoresse avait dit que, vu mon âge, le suivi serait plus fréquent. On est allé à la clinique du centre de la ville voisine, où les soins étaient assez plus complets. Damien m'a accompagnée, comme toujours. On est arrivé tôt. Il me tenait la main, et même sans rien dire, je sentais qu'il était nerveux. Lui aussi. La salle d'attente était pleine. Je me sentais différente, là-dedans. J'étais la seule femme aux cheveux blancs parmi des futures mamans bien plus jeunes. Une jeune femme, qui devait avoir une vingtaine d'années, m'a regardée de haut en bas. Je suis restée silencieuse. J'ai essayé de me distraire avec un vieux magazine, mais rien ne retenait mon attention. Quand on m'a appelée, je me suis levée avec précaution et je suis entrée. La doctoresse était jeune, mais semblait expérimentée. Elle m'a saluée poliment et m'a demandé de m'allonger. Elle a appliqué le gel et a commencé l'examen. En quelques minutes, l'image du bébé est apparue à l'écran. Tout va bien. Le cœur bat fort. Damien s'est approché. Il fixait l'écran. La doctoresse a montré les bras, les jambes, a expliqué la taille. Puis elle a dit que, si on voulait, elle pouvait essayer de voir le sexe. J'ai dit oui. Elle est restée silencieuse un moment, puis a souri. On dirait un garçon. Damien m'a serré la main plus fort. Je me suis contentée de regarder l'écran et de hocher la tête. Un garçon. Je n'avais jamais imaginé avoir un autre enfant. En sortant de la salle, je me suis assise pour me reposer un peu. Damien est allé chercher de l'eau. En attendant, j'ai senti les regards de certaines personnes sur moi, comme si elles cherchaient à comprendre ce que je faisais là. J'ai évité de les regarder. Ça n'en valait pas la peine. Sur le chemin du retour, on est resté silencieux longtemps. Je pensais à tout ce qui m'attendait. Pas seulement l'accouchement, mais l'après. Comment serait-ce d'élever un bébé à cet âge? De gérer les limites de mon corps, le mépris des gens, les besoins qui viendraient? En arrivant, je me suis allongée un peu. Damien a préparé le dîner. Une soupe légère. Il disait que c'était bon pour moi, que je devais bien me nourrir. Il a servi et s'est assis à côté de moi. Puis, il m'a demandé si je regrettais. J'ai répondu que non, que j'avais peur, oui, que je réfléchissais à tout avec prudence, mais que je ne regrettais pas. Ce garçon fait partie de ma vie maintenant. Damien a souri. Et de la mienne aussi. Ce soir-là, on a parlé de prénoms. Il en a proposé quelques-uns. Moi aussi. Mais on n'a rien décidé. On a juste laissé l'idée en suspens. Les jours suivants, le temps s'est rafraîchi. Octobre était là. J'ai sorti les couvertures du placard, lavé quelques vêtements rangés depuis longtemps et commencé à trier ce qui pourrait servir au bébé. On n'avait pas grand-chose. Il y avait la boîte de vêtements donnée par Colette et 2 pièces que Damien avait trouvées dans une friperie. Un pantalon et une combinaison. Tout était en bon état. Je les ai pliés soigneusement et rangés dans un tiroir propre. Même avec peu, je me sentais plus prête. Un jour, en allant chercher du pain, j'ai croisé une dame sur le trottoir qui m'a fixé droit dans les yeux. C'était la sœur d'un vieil ami de Tonio. Elle n'a pas dit bonjour. Elle m'a juste regardée et a lancé « Vous devriez avoir honte ». Je me suis arrêtée. Je l'ai regardée calmement et j'ai demandé « Honte de quoi ?» Elle a répondu « De vouloir jouer à la maman à nouveau, de vous ridiculiser comme ça ». Je n'ai rien ajouté. J'ai continué mon chemin. Le pain dans la main, le cœur serré. En rentrant, Damien a vu que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé si on m'avait dit quelque chose. J'ai dit que non. J'étais fatiguée d'expliquer. Je savais que ceux qui pensaient à comme ça ne changeraient pas. La rejection faisait désormais partie de ma routine. C'était comme si je réapprenais à vivre, mais avec moins de gens autour de moi. Ce qui me tenait debout, c'était de penser à ce garçon, au jour où il arriverait, à ce que ce serait de voir son visage et de savoir que, même sans l'avoir voulu, je lui avais tout donné. Mes bras, ma maison, mon temps,
Mon histoire. Le samedi après-midi, j'ai reçu une nouvelle lettre de Colette. Elle écrivait que certaines personnes critiquaient son amitié avec moi, qu'on lui demandait si elle n'avait pas peur de se compromettre en me soutenant. Mais elle disait qu'elle s'en fichait. Que l'amitié véritable ne se mesure pas à l'âge, ou à ce que les autres trouvent bien ou mal. Elle ajoutait qu'elle tricotait une nouvelle couverture pour le bébé. J'ai lu la lettre et je l'ai rangée avec les vêtements. Je savais que ce genre de soutien valait plus que toutes les excuses de ceux qui s'étaient éloignés. À la fin de cette journée, assise sur mon lit, j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu. Les douleurs, les pertes, les jugements, le silence de mes filles, les regards hostiles à l'église, le visage dur du curé, les mots amers des voisines. Mais j'ai aussi pensé à la main de Damien dans la mienne, à cette échographie, à ce cœur qui battait fort à l'écran. Et malgré la peur, j'ai commencé à comprendre que cet enfant m'apprenait déjà quelque chose. Tout n'a pas besoin d'avoir un sens pour les autres. Les jours devenaient fans et plus froids, et mon ventre plus lourd. On ne pouvait plus le cacher. Les vêtements amples ne suffisaient plus, et mes mouvements devenaient plus lents. Les tâches simples, comme lacère mes chaussures, demandaient fort plus d'efforts. Damien remarquait tout, et essayait de m'épargner ce qu'il pouvait. J'insistais pour faire certaines choses, même doucement. La doctoresse m'avait conseillé de marcher tous les jours pour aider la circulation et contrôler la tension. On a commencé à sortir en fin d'après-midi, quand les rues étaient à plus calmes. On marchait lentement, jusqu'au début du chemin de terre qui menait au champ. C'était silencieux, avec peu de maisons autour. J'aimais ce coin. On pouvait respirer sans crainte. Un jour, en rentrant, on a croisé un groupe de femmes qui discutaient près du marché. L'une d'elles, une ancienne amie d'enfance, a regardé mon ventre, puis Damien, et a dit assez fort pour que j'entende. Il y en a qui perdent vraiment la tête. À son âge, elle veut jouer à la poupée. Damien m'a serré la main, mais j'ai continué à marcher. Je n'ai pas répondu. Ça faisait mal, mais je savais que ça ne servait à rien de se défendre face à ceux qui veulent juste blesser. À la maison, je me suis reposée sur le canapé. Damien a préparé une tisane. Il s'est assis à côté de moi et m'a demandé si je regrettais. J'ai dit que non. Que c'était dur, oui, mais que je ne regrettais pas. Il savait. Il ne faisait pas semblant que tout allait bien. Il était juste là, avec moi, et ça suffisait. Une semaine plus tard, j'ai dû retourner au centre de santé. C'était une consultation obligatoire. Damien m'a accompagnée. On a attendu presque 1 heure. Quand on m'a appelée, je suis entrée seule. L'infirmière qui m'a reçue n'était pas la même qu'avant. Celle-ci me regardait à peine. Elle parlait vite, posait des questions avec impatience. Quand j'ai donné mon âge et expliqué la grossesse, elle s'est arrêtée et m'a dévisagée. « Vous avez vraiment 63 ans ?» J'ai confirmé. Elle a poussé un soupir, comme si elle n'y croyait pas. « J'ai jamais vu ça. Vous êtes sûr que c'est bon pour l'enfant ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué la consultation. Elle a fini les examens et m'a laissé partir. En revenant dans la salle d'attente, Damien m'a regardé et a vu que je n'allais pas bien. « On t'a fait une remarque ?» J'ai dit que oui, mais que je ne voulais pas répéter. Ça ne valait pas la peine de ruminer. À la maison, ce soir-là, j'ai pris une douche et me suis couchée tôt. Allongée, je regardais le plafond, repensant à tout ce que j'avais entendu ces derniers mois. C'était dur d'imaginer qu'un moment qui devrait être beau était traité avec autant de mépris. Ce qui faisait mal, ce n'était pas le jugement en soi. C'était l'abandon. Des gens que j'avais aidés, des personnes que j'avais traitées avec affection. Certaines qui s'étaient assises à ma table avaient mangé mon pain, partagé leurs histoires. Et maintenant, elles agissaient comme si j'étais un problème. J'ai pensé à mes filles. Ça faisait des semaines qu'elles ne donnaient plus de nouvelles. Pauline m'avait envoyé un message bref pour demander si j'avais besoin de quelque chose. J'avais répondu que non. Claire, rien du tout. Damien disait que je ne devais rien attendre d'elle. Mais c'était impossible de ne pas y penser. Je les avais élevées. J'avais tout donné pour elles. Et maintenant, au moment où j'avais le plus besoin de soutien, leur silence était la seule réponse. Je ne voulais ni pitié, ni célébration. Juste qu'on m'écoute. Le 7e mois a commencé avec plus de douleur et plus de consultations. Mon ventre était gros, lourd, et le médecin m'a recommandé d'éviter de rester trop longtemps debout.
Il disait que, même avec de bons résultats jusqu'à présent, mon âge exigeait plus de précautions. Damien a tout adapté à la maison. Il a ajouté des coussins au canapé, surélevé le lit avec des briques sous les pieds, installé des barres d'appui dans la salle de bain. Il faisait tout sans se plaindre, même quand il était fatigué, même quand l'argent manquait. Il continuait à partir le week-end pour des petits boulots dans les villes voisines. Peinture, réparation, entretien de clôture, tout ce qui se présentait. Il rentrait tard, souvent les mains sales, le visage brûlé par ornement le soleil. Mais il me demandait toujours si j'allais bien avant toute chose. À la maison, je passais le temps à lire, à cuisiner des choses simples, à me reposer. Parfois, je m'asseyais sur la véranda pour regarder la rue. Il y avait peu de mouvement, mais ça me suffisait. C'était tout ce que je pouvais faire. Un dimanche matin, j'ai décidé d'aller à la messe. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas retournée. Je voulais montrer que je n'avais pas peur, que j'avais encore le droit d'être dans les lieux que je fréquentais depuis des décennies. Damien a insisté pour m'accompagner, mais j'ai refusé. Je voulais le faire seule. Je suis arrivée avant le début de la messe. Je suis entrée calmement. Quelques visages se sont tournés vers moi. Je me suis assise sur mon banc habituel. Autour de moi, personne ne s'est approché. C'était comme si j'étais entourée d'un espace invisible. Malgré tout, je suis restée. Le curé a commencé la célébration. Tout semblait normal jusqu'au sermon. Il parlait de valeurs, de respect, d'exemples à ne pas suivre. Il n'a pas cité mon nom, mais il m'a regardé 2 fois. Les gens ont compris. Moi aussi. À la fin de la messe, je me suis levée lentement et j'ai marché vers la sortie. Avant d'atteindre la porte, une dame s'est approchée. C'était Margot, une ancienne amie d'il y a longtemps. Elle m'a fixée et m'a dit « Vous pourriez au moins avoir la décence de ne pas venir ici dans cet état. » Je me suis arrêtée, je l'ai regardée dans les yeux. Je n'ai rien répondu. Je suis sortie sans un mot. Je suis rentrée à pied, doucement. Damien m'attendait sur la véranda. En me voyant, il s'est levé d'un bond. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai juste dit que je ne retournerais plus à l'église. Il m'a serrée dans ses bras. « Tu n'as plus besoin d'aller là où on te traite comme ça. » J'ai passé le reste de la journée en silence. Ça m'avait fait mal. Pas seulement les mots, mais tout ce qui s'accumulait. J'avais toujours été respectée dans cette ville. J'avais toujours aidé ceux que je pouvais. J'avais toujours été polie avec tout le monde. Et maintenant, c'était comme si tout ça avait été effacé juste parce que j'avais choisi de vivre autrement. La semaine suivante, Colette est venue me voir. Elle a apporté un gâteau aux pommes et un manteau pour le bébé. On s'est assises dans la cuisine et on a discuté. Je lui ai raconté ce qui s'était passé à l'église. Elle était indignée. Elle a dit que si ça lui était arrivé, elle aurait crié. Mais moi, je n'ai pas crié. Je n'ai jamais été du genre à faire des scènes. Je me suis juste éloignée. Colette m'a dit de ne pas trop me taire, que j'avais le droit de me défendre, que je ne faisais rien de mal. Et elle avait peut-être raison. Je laissais le silence des autres peser plus lourd que mes choix. Quand elle est partie, j'ai beaucoup réfléchi. Damien est rentré plus tard ce jour-là. Il portait un sac avec des fruits, des légumes et un paquet de couches, trouvés en promotion. Il cherchait toujours des moyens de m'aider. Je me suis assise avec lui et je lui ai demandé s'il pensait toujours à partir après la naissance. Il a dit que oui, qu'il pensait que ce serait mieux pour nous tous. Il a ajouté qu'il était encore tôt pour décider, mais qu'il regardait des options. Je dois avouer que l'idée de partir ne me faisait plus aussi peur. Au début, rien que penser à quitter cette maison me rendait anxieuse. Mais maintenant, ce qui m'angoissait plus, c'était de rester ici, avec des voisins qui m'avaient tourné le dos, des visages qui faisaient semblant de ne pas me voir, des commentaires qui ne s'arrêtaient pas. Un jour, alors que Damien était sorti, la fille de ma voisine a frappé au portail. Elle apportait un panier avec des vêtements de bébé. Elle a dit que sa mère ne voulait pas le donner elle-même, mais qu'elle avait décidé de faire un don. J'ai remercié. J'ai pris le panier et je suis rentrée. J'ai fermé le portail, doucement. C'était étrange. Peut-être un geste de regret. Ou juste une façon de soulager sa conscience. Peu importe. J'ai pris les vêtements. Je les ai lavés, pliés et rangés. Toute aide était la bienvenue. Le bébé avait déjà quelques affaires. Pas beaucoup, mais assez pour les premiers jours. On avait des vêtements,
Des couvertures, quelques couches. On n'avait pas encore de berceau. Damien voulait en fabriquer un, avec du bois de récupération. Il disait qu'il essaierait de le faire lui-même. J'aimais l'idée. C'était simple, mais ça avait du sens. Et à ce moment-là, c'était ce qui comptait le plus. Avoir quelqu'un à mes côtés qui voulait faire les choses de ses propres mains. Mon ventre semblait plus lourd chaque matin. Dormir devenait difficile. La position me gênait. Mon dos me faisait mal. Le bébé bougeait beaucoup. Damien m'aidait à me lever, à m'asseoir, à marcher. Il était patient, toujours avec douceur. Jamais une plainte. Le médecin avait prévenu que, vu mon âge, l'accouchement serait plus encadré. On ne laisserait pas la grossesse aller trop loin. Une date probable pour une césarienne a été fixée. Il restait quelques semaines. J'essayais de rester calme, mais ma tête ne s'arrêtait pas. Je pensais à tout le temps, aux vêtements préparés, aux examens faits, à la valise qu'il fallait avoir prête. Damien me disait de me reposer, qu'il s'occuperait du reste. Mais je voulais participer. Je voulais plier les vêtements, vérifier les papiers, tout mettre en ordre. C'était ma façon de me sentir présente. Quelques jours avant l'accouchement, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Pauline. Sa voix était hésitante. Elle m'a demandé comment j'allais. Elle a dit qu'elle avait appris la date de l'accouchement par une amie de la ville. Elle voulait venir me voir. J'ai dit qu'elle pouvait venir, bien sûr. Je n'ai pas demandé de nouvelles de Claire. Je savais que si elle avait voulu, elle aurait appelé. Pauline est arrivée 2 jours plus tard. Elle a apporté des vêtements de bébé neufs, achetés dans une grande boutique de la ville où elle vivait. Je l'ai remerciée. On s'est assise dans le salon. On a discuté calmement. Elle me regardait comme si elle voulait s'excuser, mais sans trouver les mots. Je ne l'ai pas pressée. Je lui ai juste dit que j'étais heureuse de la voir. Elle m'a demandé des nouvelles de Damien. J'ai dit qu'il était en ville pour régler des affaires. Quand il est rentré, il a été poli. Il a salué Pauline et a proposé de préparer quelque chose à manger. Pauline observait tout en silence. En fin d'après-midi, elle s'est approchée de moi et m'a dit « Maman, je ne comprends pas tout, mais je vois que tu es heureuse. Et si cet enfant te fait du bien, je vais essayer d'accepter. » C'était déjà beaucoup venant d'elle. Je l'ai remerciée. Le lendemain, elle était repartie pour sa ville, disant qu'elle essaierait de venir pour l'accouchement. Je ne savais pas si elle viendrait vraiment, mais cette visite avait déjà fait une différence. Quand le jour est arrivé, j'étais nerveuse. On est allé à l'hôpital en avance. Damien a porté la valise, les papiers, tout était prêt. L'équipe qui nous a reçus m'a, à ma surprise, traitée avec beaucoup de respect. La doctoresse qui ferait l'accouchement était directe, mais courtoise. Elle a dit qu'elle avait déjà suivi des femmes d'âge avancé, mais que mon cas demandait une attention particulière. Je suis entrée en salle avec le cœur qui battait la chamade. Damien est resté dans la salle d'attente, comme on le lui avait demandé. L'intervention a duré plus longtemps que prévu. J'ai eu mal. J'ai eu des vertiges. Mais à la fin, j'ai entendu un cri fort. Le bébé était né. Un garçon. Il pesait un peu plus de 3 kilos. Quand on me l'a montré pour la première fois, les yeux fermés, la peau fripée, j'ai pleuré. Pas de peur, pas de douleur, mais parce qu'il était là, réel, mon fils. On est resté 2 jours à l'hôpital. Damien est resté avec moi tout le temps. Quand j'étais faible, il m'aidait à nourrir le bébé. Quand je ne pouvais pas me lever, il parlait aux infirmières. C'était comme si cet enfant était aussi le sien. Et, en pratique, il l'était, parce que depuis le début, il avait été là. Quand on a eu l'autorisation de sortir, on est rentré avec le bébé enveloppé dans la couverture, tricoté par Colette. Damien conduisait prudemment. Je tenais le bébé dans mes bras. En arrivant, j'ai trouvé une surprise. Colette avait laissé un panier devant la porte avec des fleurs, du pain frais et une petite carte. « Bienvenue pas mais au monde, petit. Tu arrives dans une maison pleine de courage. » J'ai pleuré. Encore. Les jours suivants, la routine a changé. Le bébé pleurait beaucoup. Il tétait sans arrêt. Le sommeil était taché. Damien partageait tout avec moi. Quand je dormais, il s'occupait du bébé. Quand il se reposait, je prenais le relais. C'était épuisant. Mais c'était faisable. Petit à petit, j'ai appris à le tenir, à changer les couches, à comprendre ses pleurs. Ce n'était pas facile, mais j'y arrivais. Un jour, je suis allée au marché avec Damien. J'ai emmené le bébé dans sa poussette.
Je m'attendais aux regards habituels, aux murmures. Et ils étaient là. Mais quelque chose en moi avait changé. Je ne baissais plus les yeux. Je ne détournais plus le regard. Je regardais en face, avec assurance, avec clarté. Ceux qui parlaient, je les entendais. Mais ça ne faisait plus mal comme avant, parce que je savais ce que j'avais dans les mains. Je savais que cet enfant était le fruit d'un choix, d'une décision que beaucoup n'auraient jamais le courage de prendre. Et moi, je l'avais prise. Parce que, même si c'était dur, c'était réel. Les mois suivants ont été les plus fatigants de ma vie, mais aussi les plus uniques. Me réveiller plusieurs fois par nuit, changer des couches dans le noir, préparer un biberon en luttant contre le sommeil, tenir les pleurs et les douleurs de dos en même temps. Malgré toutes les difficultés, je ne me plaignais pas, parce que cet enfant, maintenant dans mes bras, me faisait ressentir quelque chose que j'avais oublié. Il avait besoin de moi. Il dépendait de moi. Et moi, à 63 ans, j'étais encore capable de m'occuper de quelqu'un. Damien restait à mes côtés. Il partageait toutes les tâches, faisait les courses, lavait le linge, cuisinait. Parfois, il se trompait, laissait tomber un biberon, se plantait sur la température de l'eau. Mais il apprenait vite. Il ne m'a jamais laissé seul. Même épuisé, il disait que cet enfant était notre responsabilité, qu'on y arriverait. Je le croyais, même avec le corps douloureux, les nuits hachées. Je le croyais. Un jour, j'ai dû aller au centre de santé pour vacciner le bébé. Damien travaillait. J'y suis allée seule. La réceptionniste, en me voyant avec le bébé dans les bras, m'a demandé si c'était mon petit-fils. J'ai dit que c'était mon fils. Elle n'a pas répondu. Elle a noté les informations en silence et a appelé l'infirmière. La salle était pleine. Certains me regardaient avec surprise. D'autres, avec moquerie. Une dame a murmuré quelque chose sur la honte et l'assage, comme si je n'entendais pas. Mais j'ai entendu. Sauf que, contrairement à avant, je n'ai pas baissé la tête. Je suis restée droite. J'ai attendu mon tour. J'ai fait vacciner mon fils. Et je suis rentrée avec lui dans les bras, endormie. Sur le chemin, j'ai pensé à tout ce que j'avais entendu, à tout ce que j'entendrais encore. Mais j'ai aussi pensé à ce que j'avais déjà surmonté. Le rejet de mes filles, le silence de l'église, les voisines qui s'étaient éloignées. Et j'ai réalisé que, sans le vouloir, j'étais devenue plus forte. Pas par fierté, par nécessité. On apprend à se relever quand plus personne ne vous tend la main. Un après-midi, Claire est arrivée sans prévenir. Elle a frappé au portail. Damien a ouvert. Elle est entrée et m'a trouvée dans le salon, le bébé dans les bras. Elle s'est assise sans rien dire pendant un moment. Puis elle m'a regardée et a dit « Il est beau ». Je l'ai remerciée. Elle a continué à regarder. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui. Elle a regardé le bébé et a dit qu'elle essayait encore de comprendre. Ce n'est pas ce que j'attendais de vous. Mais il est là et je n'ai plus le droit de rien dire. C'était déjà un pas venant d'elle. Je lui ai demandé si elle voulait le prendre. Elle a hésité, mais a accepté. Elle l'a tenu avec précaution, comme si c'était fragile. Elle est restée silencieuse quelques minutes. Puis, elle me l'a rendu. Elle a dit qu'elle devait partir, mais qu'elle reviendrait peut-être un autre jour. J'ai dit que la porte serait ouverte. Elle est partie. Damien était dans la cour. Quand je lui ai raconté, il a juste dit « Elle reviendra. C'est une question de temps. » Je n'en étais pas sûre, mais c'était plus que ce que j'espérais. Les jours suivants, la routine a repris. Moi et Damien avec le bébé à la maison. Lui travaillant dès qu'il pouvait. Moi m'occupant de la maison et du petit. Colette venait de temps en temps. Elle aidait comme elle pouvait. Donnait des conseils simples, mais utiles. Quelques vêtements sont arrivés par des dons anonymes. Je ne savais pas de qui ils venaient, mais je les recevais et je remerciais. La ville parlait moins. Certains continuaient, mais la plupart se contentaient d'observer de loin. Je marchais dans les rues, avec la poussette, faisais mes courses, saluais ceux qui voulaient fort bien répondre. Je n'attendais plus, ni approbation, ni rejet. Je vivais, c'est tout. Le berceau, Damien a fini par le construire. Avec du bois récupéré d'un chantier. Il l'a poncé, peint et installé dans la chambre d'à côté. Il était solide, simple, mais beau. Le bébé y dormait toutes les nuits. Parfois, il se réveillait, en pleurant. Damien se levait, le prenait dans ses bras, marchait avec lui
jusqu'à ce qu'il se rendorme. C'était quelque chose que j'aimais voir, parce que ça montrait que ce n'était pas juste moi, que ce garçon était aussi à lui. Même sans lien de sang, Damien le traitait comme un père. Et pour moi, c'était ce qui comptait le plus. Un jour, j'ai reçu une lettre de l'église. Il disait qu'ils réorganisèrent les groupes de prière et que je pouvais revenir si je voulais. J'ai lu, plié et rangé. Je n'ai pas répondu. Pas par rancune, mais parce que j'ai compris que tous les lieux ne restent pas les mêmes après qu'on a changé. Et moi, j'avais changé. Aujourd'hui, à 64 ans, je m'occupe d'un bébé tous les jours, avec de la fatigue, des limites, du sommeil en moins, mais aussi avec de l'envie, de l'affection, de la patience. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et je ne regrette rien, parce qu'il m'a ramené quelque chose que je ne savais même plus possible, le sentiment d'être vivante. Si vous avez écouté jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Croyez-vous qu'il y a un âge pour recommencer? Croyez-vous qu'on peut trouver un amour véritable après 60 ans? Et si oui, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on partage des histoires qui ressemblent peut-être à la vôtre, où personne ne devrait plus vivre en silence. N'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour être entendu.